Itinéraire à la découverte de Saint-Seurin et Fond d'Odège. La place Gambetta. Plantée de beaux marronniers d'Inde. Elle est bordée par des immeubles qui datent de Louis XV. De beaux mascarons. Un petit jardin à l'anglaise marque l'emplacement de la place Gambetta. C'est ici que l'on a dressé l'échafaud pendant la Révolution. Les façades à arcades des maisons Louis XV, qui à l'étage sont mansardées. Le petit jardin de la place Gambetta est en entretien. Belle architecture XVIIIe siècle. À l'angle de la place Gambetta, la porte Dijon, qui date de 1748. Elle ouvre la rue du même nom, très commerçante. De nombreux ravalements de façade ont eu lieu à Bordeaux, avant et après. Dirigeons-nous vers la basilique Saint-Seurin. Le quartier que nous allons visiter correspond au Bordeaux antique. Il y a peu de choses que j'adore autant que les jeunes feuilles de marronnier d'Inde. Une variété de fleurs rouges. La rue du Palais Gallien. Le bâtiment de l'ancienne poste centrale. Un bel immeuble bien retapé. Il doit y avoir ici une belle surface de bureaux. Nous tournons dans la rue Castéja. Le lycée Notre-Dame. Notre-Dame n'a pas fait de miracle contre la pollution. Au numéro 6, un immeuble de 1930 avec un mascaron représentant Mercure. À l'angle de la rue Castéja et de la rue de l'Abbé de l'Épée, un bâtiment en briques du XVIIIe siècle, construit par la société Philomatique, qui avait pour but le progrès social par l'éducation. Ce sont les locaux de l'école professionnelle de commerce et d'industrie. Et au 87 de la rue de l'Abbé de l'Épée, l'Institut des sourdes muettes. Le bâtiment construit entre 1862 et 1870, on le voit, est absolument immense. Désormais, il abrite les locaux de l'hôtel de police. Sur la façade est représenté un signe dactylologique qui correspond à une lettre de l'alphabet pour les sourds-muets. Il y en a 25 en tout. Inexplicablement, il manque le Z. La majestueuse façade de l'Institut des sourds-muettes, avec une statue de l'abbé de l'Épée, qui, sous Louis XV, porta son attention sur l'éducation et les soins pour ces handicapés. Encore quelques panneaux de signes dactylologiques. Après cette diversion, reprenons la rue Castéja. Nous nous approchons de la basilique. Place des martyrs de la Résistance. Derrière la basilique, la rue Rodriguez-Pereire, qui est justement l'inventeur de l'alphabet dactylologique pour les sourds. Et nous voici à proximité de la basilique Saint-Seurin, et non pas Saint-Cernin comme à Toulouse.
Une belle initiative de laisser à disposition des gens des livres dans le square. Les abords de la place des martyrs de la Résistance. Le général Guiscard de Montsabert est un peu tombé dans l'oubli, il faut bien l'avouer. Au numéro 63 sur la place l'hôtel Frugès, du nom d'un industriel du XXe siècle qui a décoré sa demeure selon les normes techniques les plus en vogue. Et à côté, la demeure n'est pas mal non plus. Comme l'église Saint-Michel et la cathédrale Saint-André, la basilique Saint-Seurin est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, car elle est le berceau de la chrétienté bordelaise. L'entrée sud est remarquable. Un beau Christ en majesté au tympan. Et voici Saint-Pierre, le gardien de la clé, pas très moderne la clé. Autour du tympan, les voussures. La résurrection des morts avant le jugement dernier. Le porche ouest. Un enterrement oblige à remettre à tout à l'heure la visite de la basilique. Patience. En face de la basilique, la place du Prado. Nous empruntons la petite rue de la Concorde. Une belle frise. À droite, la rue Saint-Étienne, aux immeubles d'un bâti de qualité du XIXe siècle. L'art magnifique de la ferronnerie. Le clocher de Saint-Seurin. Sur la façade du numéro 16, un chat sculpté de l'architecte Jean-Jacques Valleron, ami des chats tout simplement. On retrouve la rue Rodrigue-Pereire, le dactylologue. Ce n'est pas franchement le Bordeaux très touristique, mais j'aime les détours. Nous coupons la rue du docteur Albert Barrault. Un peu plus au sud se trouve une maison décorée d'une façon originale. Allons voir cela. Ici, une sorte d'oriel en pierre. La maison, décorée par Jacques-Gaston Schnegg, valait bien le détour.
Un Atlante supporte le balcon. Ce serait une femme, ce serait une cariatide. Reprenons notre route. Empruntons la rue Duranteau. Au numéro 2 de la rue Duranteau, un beau mascaron au-dessus de l'œil de bœuf. Une belle glycine. C'est bien magnifique. Et trop éphémère, à mon goût. On continue vaillamment. Au numéro 17 et 19, architecture 1930. Rue Goya, le peintre dont on peut voir le musée à Castres, dans le Tarn. Nous sommes en vue de la jolie place de l'Herme et son marché métallique du 19e siècle. Une petite placette bien discrète de Bordeaux, à l'écart du grand tourisme. Une architecture qui rappelle le style Baltard. On s'engage à droite dans la rue Émile Fourcan. Bordeaux est vraiment la ville du style classique. Que voilà des façades remarquables, même dans des quartiers un peu obscurs. À droite, la rue Sanssas. Cela a beau être la rue Sanssas, elle ne semble pas avoir quelque chose de particulier. Nous la quittons bien vite pour nous engager dans la rue du Colisée. Et on est surpris tout soudain par la vue de ruines antiques. Il s'agit là du palais Gallien. C'est tout ce qui reste d'un orgueilleux amphithéâtre de l'époque gallo-romaine. Envahi désormais par les herbes folles, un cadre bien romantique. Construit vers 56 avant Jésus-Christ, donc avant la conquête complète de la Gaule par Jules César, cet amphithéâtre pouvait accueillir 15 000 personnes dans l'antique Burdigala. On l'a appelé le palais Gallien parce qu'on a cru longtemps à tort qu'il avait été construit par Charlemagne pour son épouse Gallienne. Mais non, c'est bien un bâtiment gallo-romain. Nous revenons sur nos pas par la rue du Colisée. On va s'approcher du jardin public. On décrasse les façades. Nous parvenons place Gallienne, dont je viens de dire que la chère enfant était l'épouse de Charlemagne. Elle était bien dans son ombre. La rue du Palais Gallien qui partait de la place Gambetta. La maison que nous avons vue en restauration est celle de l'architecte Jean-Jacques Valleron. Elle lui servait d'atelier.
Et en fait, lorsque tout à l'heure nous avons filmé cette belle maison, eh bien en fait c'était la façade arrière de la maison de Jean-Jacques Valleron, qui était grand admirateur de Viollet-le-Duc et Paul Abadie. Reprenons la rue du Palais Gallien. Aussitôt, nous tournons à gauche dans la rue Turenne, le fameux maréchal de Louis XIV. La société bordelaise de rénovation vient de rénover cet hôtel. Et l'on voit bien la différence avec celui d'à côté. Nous tournons à gauche, rue Laforie de Montbadon. Aussitôt, nous arrivons place Charles Gruet, avec ses micocouliers. Pour ceux qui admirent les arbres, une belle fontaine au centre de la place Charles Gruet. La fontaine date de 1865. Elle est due à Louis Garros. Elle représente une nymphe accroupie. La nymphe symbolise la source d'Audège. Sur la base de chaque pilier de la fontaine, les symboles de Bordeaux, les trois lunes, s'entremêlent avec des feuilles et des branches. Engageons-nous rue Fond d'Audège. Impasse des Tanneries. On s'engage à présent dans la rue Duplessis. La ferronnerie, c'est tout un art. Et j'engage ceux qui l'aiment à visiter le musée Le Sec des Tournelles à Rouen, qui est le plus grand musée de ferronnerie du monde. Nous arrivons place Bardino. C'était un restaurateur très renommé au XVIIIe siècle. Les bâtiments autour de la place Bardino sont remarquables. La rue Fond d'Audège, c'est à droite. C'est à droite. Merci beaucoup. Une belle marquise. La place Bardino marque l'une des entrées du jardin public. Quelques papaveracées fleuris en avril. L'hôtel de l'Île Ferme, construit en 1780 par François Bonfin, renferme les locaux du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. Quand ma mère va voir le film, elle va crier d'admiration. Elle adore la glycine. Et je ne suis pas en retard. Et voici un grand homme pour les Bordelais.
Alexis Millardet. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui a inventé la bouillie bordelaise, c'est-à-dire le remède pour le phylloxéra des vignes. Les pensées sont de même couleur que la glycine. Face à ce bâtiment administratif, le jardin botanique proprement dit, qui date de 1629. Festuca amethystina. Une variété d'eucalyptus, mais pas globulus. De simples pensées, mais dont les couleurs nous ravissent. Et voici un palmier nain qui fleurit. Un superbe bouquet d'euphorbes. Beaucoup de petits panneaux, mais peu de plantes encore fleuries au mois d'avril. Dommage. De beaux bambous. Encore un bel arbuste, des Cercis canadensis. Avec la complicité du soleil. Pour ce magnolia, la photosynthèse tourne à plein régime. Et voici du fenouil violet, on dirait du duvet. L'aubépine est déjà en fleurs. Crataegus levigata. Cette petite pousse s'enroule autour de son grand frère. On aperçoit de beaux bâtiments autour du parc. Corbeille d'or, la bien nommée. Et cette plante fait partie de la famille des brassicacées, tout simplement la famille des choux. Quant à cet autre brassicacé, c'est le fameux pastel des teinturiers. Et voici le chèvrefeuille des Alpes. Un viburnum. Et voici la bugle rampante de la fameuse famille des lamiacées. Les lamiacées qui fabriquent beaucoup d'huile essentielle. Et ici, vous avez reconnu du lilas. Celui-là est réticulé. Cette petite étiquette nous rappelle que la famille botanique des lamiacées est également appelée labier. C'est la famille du thym, du romarin, de la sauge, de toutes ces bonnes herbes. Et voici un petit plant de Digitalis purpurea, la digitale pourpre, qui fleurira en juin. Ses fleurs, ses graines également, plus exactement, ses feuilles contiennent des hétérosides cardiotoniques. Juste à côté. Quelle belle architecture.
Une très curieuse variété de prime-vert, prime-vert nectarine, Primula bellarina. Et bien après le jardin botanique, nous reprenons notre course. Le lac. Un vrai paradis pour les gallinacés. Ici, un véritable colloque est en train de s'organiser. Et Jacinthe parsème le bord de l'eau. Nous explorons ici un Bordeaux très aristocratique. Le modèle au-dessus. Et belle façade. Claude Monet s'enthousiasmerait de la lumière, mais il faut bien admettre qu'elle est plus facile à saisir avec un caméscope qu'avec un pinceau. Ça, c'est du vert tendre. Les façades sont bien éclairées par le soleil, profitons-en. L'entrée nord du parc. Les belles azalées. Une variété plus rouge. Le parc a été réaménagé sous le Second Empire. Nous allons ressortir par ici. J'aperçois une très belle grille là-bas, mais elle n'est pas sur notre itinéraire, ce sera pour une autre fois. Nous sortons donc du jardin public et nous allons prendre la rue d'Aviot à droite. Rue d'Aviot, les archives départementales. La rue Ernest Godard, à gauche, nous emmène place Mitchell. Une fontaine Wallace à la parisienne nous accueille sur cette place Mitchell.
Cette charmante placette circulaire est remarquable par son mobilier vert amande. Nous quittons la place par la rue Henri Rodel qui va nous ramener vers le cours de Verdun. Le cours de Verdun. Le cours Verdun est une artère bruyante. Nous refranchissons la rue d'Aviot. Et voici les belles grilles du jardin public. Une grappe de raisin, nous sommes bien à Bordeaux. Et non, ce n'est pas la Bastille à Paris, mais ça y ressemble. Un monument à Jeanne d'Arc, héroïne nationale, mais Jeanne d'Arc n'est jamais venue à Bordeaux. Encore une grille avec les lys de France. C'est ici que se termine le circuit Saint-Seurin-Fond-d'Odège. Nous n'avons pu visiter la basilique Saint-Seurin, elle est fermée à cette heure. Nous essaierons de la voir ultérieurement. Et me revoici en ce début d'après-midi, place du Prado, pour voir l'intérieur de la basilique Saint-Seurin. Sans enterrement cette fois-ci. Superbe chapiteau roman. Avec Saint-Amand, Saint-Seurin est l'un des premiers évêques à Bordeaux. C'est ici qu'est né le christianisme bordelais. Les orgues. Chapelle Saint-Fort. Les belles voûtes. Vitrail du croisillon droit. La petite chapelle Saint-Jean-Baptiste. En face, le vitrail du croisillon gauche. Les superbes stalles de bois dans le chœur. On remarquera l'admirable siège épiscopal sculpté dans la pierre. En face, nous avons un extraordinaire rétable avec 14 plaques en albâtre représentant la vie de Saint-Seurin. À gauche du chœur, l'admirable chapelle Notre-Dame de la Rose.
Cette chapelle date du XVe siècle. Là encore, un rétable avec des panneaux d'albâtre, qui cette fois-ci représente la vie de la Vierge. L'architecture gothique s'en donne à cœur joie. Sarcophage de Saint-Seurin. Les orgues du chœur. Détail de la chaire archiépiscopale. Chapelle du Sacré-Cœur. Statue de Saint Martial. Un beau confessionnal. Mais pour moi, ça prendrait trop longtemps. La crypte qui renferme des sarcophages est fermée aujourd'hui. Dernier regard vers cette superbe basilique. Saint-Seurin, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.